Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes naturellement les bienvenus dans cette émission 77 News qui fait la rétrospective de l'actualité internationale hebdomadaire sur Canal 7. Au sommaire de cette émission, 5 faits marquants de l'actualité de la semaine qui s'achève. Le fait diplomatique nous conduira en Afrique du Sud où les Sud-Africains s'en prennent violemment aux étrangers depuis plusieurs semaines. Ils disent que les non-Sud-Africains seraient à l'origine de leur chômage et de leur pauvreté. Le fait politique nous mènera au Mali. Le nord du pays est en train de se fragmenter entre la multiplication de groupes armés et d'intérêts contradictoires. Le bras de fer entre les indépendantistes Touareg et Bamako se joue sur une scène où les groupes ethniques Touareg, Arabes, Peuls, Songhai sont eux-mêmes divisés. L'accord de paix avec les Touaregs sans sable. Le fait culturel de cette semaine nous conduira aux États-Unis. Il était avant tout l'homme d'une chanson, mais quelle chanson? Le chanteur américain Percy Sledge, créateur de When a Man Loves a Woman, l'un des plus grands, des plus légendaires standards de la musique soul, est mort mardi 14 avril à Baton Rouge en Louisiane à l'âge de 73 ans des suites d'un cancer du foie. Enfin, le fait sportif, lui, nous ramènera au Gabon. L'ANFPG, l'Association nationale des footballeurs professionnels au Gabon, a déposé plainte contre les clubs à qui elle reproche notamment de ne pas respecter les contrats des joueurs en ce qui concerne leur salaire. Sommaire exceptionnel pour ce numéro. Sur ce plateau, je me trouve déjà avec Aziz Maïga et Dina Koussou. Roland Djakou et Willy Tonangoy nous rejoindront à tour de rôle. Dans 5 minutes, nous passerons la main à Marie-Angèle Ngono qui présente à 20 h le journal télévisé. Mais tout de suite, puisque nous y sommes, et c'est le 5e fait marquant, voici la photo de la semaine. Messieurs, dames, bonsoir, Dina Koussou, Aziz Maïga, merci d'être arrivé sur ce plateau. La photo de la semaine nous amène directement au Gabon où il y a quelques jours, on apprenait le décès d'André Mbaobam, l'un des ténors de l'opposition gabonaise, décédé après plusieurs mois, plusieurs années de maladie, décédé à Yaoundé. Le peuple gabonais, l'opposition notamment, la classe politique aussi est atterrée, Dina Koussou. C'est exactement ce qu'il faut dire, parce que André Mbaobam, quoi que l'on puisse dire, dans le paysage politique gabonais, c'est une figure importante, une figure charismatique, emblématique de l'opposition gabonaise, une figure qui a particulièrement, je vais le dire, marqué les esprits en 2009, après l'élection présidentielle, quelqu'un qui appartenait au parti au pouvoir, le Parti démocratique gabonais, qui finalement a décidé de se positionner en tant que candidat, on va dire, candidat indépendant, voilà, candidat indépendant. Et il faut dire que c'était une campagne exceptionnelle qu'il a eu à faire, et ce n'est qu'une grande perte pour le paysage politique gabonais. Aziz Maïga. Effectivement, comme le disait Dina tout à l'heure, c'est une grande perte pour le paysage politique gabonais, quel que soit le bord politique. Tout le monde regrette la perte de ce grand homme politique, et c'est aujourd'hui un sentiment de regret pour tous les Gabonais par rapport à ce décès. Et il y a certainement des idées, des choses qui sont restées en mémoire de tout ce monde, parce que André Mbaobam, quoi qu'on le dise, a su marquer le paysage politique. On l'a vu, ancien baron du régime d'Omar Bongo Ondimba. Il a su continuer son aventure, ou encore son envie dans la politique après le décès du président Omar Bongo Ondimba. Il a voulu continuer, a voulu devenir président, mais hélas aujourd'hui c'est tout le Gabon qui pleure ce grand homme politique. André Mbaobam qui a donc voulu se positionner en héritier du pouvoir politique d'Omar Bongo Ondimba, de la science politique d'Omar Bongo Ondimba, puisque ayant enfin travaillé 25 années de suite auprès d'Omar Bongo Ondimba, l'ancien chef de l'État gabonais. Vous l'avez dit avant moi, il était donc candidat à l'élection présidentielle de 2009 après le décès d'Omar Bongo Ondimba. Une transition s'était mise en place au Gabon, une transition qui avait été dirigée par la regrettée, là aussi, Rose Francine Rogombe, qui est décédée quelques 2 jours avant André Mbaobam. C'est dire si la classe politique gabonaise tout entière est véritablement atterrée après avoir appris la mort de ces 2 personnalités importantes et influentes dans le jeu politique gabonais. Et maintenant, Dina Koussou, André Mbaobam parti, est-ce que l'opposition est un peu ébranlée?
Bah, écoutez, au regard de tout ce qui se fait actuellement, on serait peut-être tenté de dire que c'est naturellement une perte très importante parce que c'était quelqu'un qui rassemblait au niveau de l'opposition. On a vu toutes les grandes figures de l'opposition gabonaise s'agglutiner, je vais le dire comme ça, autour de la personne d'André Baobab pour son charisme, pour les valeurs qu'il incarnait au sein même de cette opposition. Et il faut quand même signaler que son décès, sa mort, ne peut qu'impacter négativement l'opposition gabonaise qui aujourd'hui, avec tous ses leaders, serait obligée de trouver, on va dire, l'homme fort pour 2016, une nouvelle figure de pro, une nouvelle figure qui pourrait rassembler tout le monde, une nouvelle figure qui pourrait incarner le changement que veut proposer aujourd'hui l'opposition gabonaise, incarnée par l'opposition dite radicale, donc l'Union nationale. L'Union nationale qui, elle aussi, avait subi les affres du pouvoir en place pendant plusieurs mois après effectivement cette prestation de serment faite par André Baobab quelques années après la fin du contentieux électoral de 2009, prestation de serment qui avait valu la suspension ou du moins l'interdiction de l'Union nationale qui est restée plusieurs années dans la clandestinité, on va dire. Officiellement, ce parti n'existait plus sur la scène politique gabonaise. C'est aussi un lien qu'il faut faire entre la réhabilitation de l'Union nationale qui arrive quelque peu à point nommé parce que l'élection présidentielle de 2016 pointe à l'horizon. La scène politique gabonaise avait à cœur de s'assainir pour qu'il y ait un véritable débat politique, pour que tout le monde puisse participer à cette élection présidentielle, et les partisans d'André Baobab effectivement attendaient le retour de cette figure providentielle de l'opposition qui avait dit d'ailleurs lui-même: ne m'attendez pas, continuez la lutte sans moi. C'était plutôt prémonitoire, Aziz Maïga. Oui, c'était plutôt prémonitoire, comme on vient de le dire, mais ici nous sommes face à une situation où, comme Dina le disait à l'instant, c'est une grande perte pour l'opposition. Grande perte, pourquoi? Parce que André Baobab était cet homme qui a su remobiliser l'opposition à un moment donné où l'opposition était un peu divisée. On a vu en 2009 avec l'appel Barcelone, il a su mobiliser assez de gens autour de lui pour une seule cause, à revenir à l'alternance, qui est la principale mission de l'opposition. Marie-Angèle Gonon, est déjà en train de ranger son frein. Il est 20 h et elle devrait, dans quelques secondes seulement, démarrer le journal du soir. Marie-Angèle, à vous l'antenne. Merci Marie-Angèle. Retour sur ce plateau du 7 News. Dina Koussou et Aziz Maïga sont toujours avec moi. Nous allons directement aller dans le fait politique de cette semaine. Durban, la grande ville zoulou d'Afrique du Sud, est le théâtre de violences et de violentes attaques depuis 3 semaines après un discours du roi zoulou appelant les étrangers à rentrer chez eux. Depuis, les incidents se sont étendus dans d'autres villes comme Johannesburg. Une campagne xénophobe dénonçant les étrangers à la vindicte de la rue est largement relayée sur les réseaux sociaux. Plus de 5000 étrangers, surtout des demandeurs d'asile et réfugiés africains, ont été déplacés par les violences. L'Organisation des Nations Unies a déjà fait part de ses inquiétudes. Suivant le reportage de Dina Koussou, on se retrouve juste derrière. Mercredi soir, des violences à caractère xénophobe ont éclaté dans les rues de Johannesburg et de Durban. Des événements qui ne surprennent pas, puisque ces attaques visant les étrangers ont débuté il y a quelques semaines. Certains de ces immigrés sont brûlés vifs et leurs possessions sont détruites. La police fait état de 2 morts, des chiffres démentis par ces étrangers. L'inquiétude monte dans les communautés étrangères et des milliers d'entre eux se sont réfugiés dans des camps d'où ils déplorent le laxisme des autorités sud-africaines. Ces choses continuent de se produire. Des gens se sont fait brûler dans leurs boutiques. Partout, les meurtres continuent et nous n'avons aucune protection. Le président Jacob Zuma est monté au créneau ce jeudi pour dénoncer ces actes inadmissibles. Le chef de l'État sud-africain a appelé à l'arrêt de ces exactions. Un son de cloche différent résonne cependant chez plusieurs de ses proches et grandes figures de la vie politico-sociale de la nation arc-en-ciel. Une plainte pour propos racistes
a été déposée à la Commission sud-africaine des droits de l'homme par une ONG contre Goodwill Zwelithini, le roi des Zoulous, et Edward Zuma, fils du président de la République. En début de semaine, ces derniers avaient publiquement appelé les étrangers à faire leur bagage et quitter l'Afrique du Sud. Edward Zuma avait même affirmé que les étrangers sont dangereux pour la nation de Nelson Mandela. Les actes de xénophobie surprennent en Afrique du Sud, un pays qui était encore victime de l'apartheid moins de 30 ans en arrière. La police a annoncé que le centre opérationnel national chargé de la lutte contre les violences sera actif 24 heures sur 24 pour arrêter les personnes impliquées dans ces actes de barbarie. Voilà, vous l'avez très bien compris, nous sommes plutôt dans le fait diplomatique de la semaine. Le reportage était réalisé par Uriel Abaga, Dina Koussou. Vous avez également suivi cette actualité tout au long de cette semaine. Les Sud-Africains ont un comportement peu amène depuis quelques semaines sur des populations étrangères qui sont installées, établies en Afrique du Sud depuis plusieurs années et qui organisent leur vie autour de petits commerces qu'ils entreprennent eux-mêmes. Aujourd'hui, les Sud-Africains estiment que l'état de pauvreté et l'état de chômage de la jeunesse sud-africaine est le fait de ces étrangers qui s'accaparent un tout petit peu de leur droit à travailler. Comment peut-on expliquer cela? Alors déjà, dire que le chômage aujourd'hui en Afrique du Sud est évalué à 25,5%, donc ça veut dire une hausse de 0,3 points sur, on va dire, bien avant, parce que bien avant c'était 25,3%, si je peux le dire comme ça. Alors, entre ce taux de chômage qui est plutôt élevé en Afrique du Sud, c'est vrai qu'on peut quand même constater qu'il y a une grande partie d'immigrants au niveau de l'Afrique du Sud. On enregistre même par année, si je ne me trompe pas, un peu plus de 2 millions, et c'est énorme. Et ça veut dire que ces ressortissants mozambicains, somaliens, congolais, etc., donc vous voyez tout de suite que ce sont des pays qui ont été maintes fois fragilisés par des tensions. Alors ces personnes qui se sont déplacées et qui sont allées s'installer en Afrique du Sud pensaient peut-être trouver l'Eldorado. Aujourd'hui, la population sud-africaine qui réclame ou qui dénonce le chômage dans lequel elle est trempée, réclame le départ de ces étrangers, ces non-sud-africains, parce qu'ils estiment qu'ils ont la majorité des commerces dans le pays. Mais en même temps, j'ai envie de dire qu'il n'est pas interdit, on ne peut pas empêcher un Sud-Africain d'ouvrir un commerce, mais pour cela, il faut avoir des moyens. Mais ces moyens, cette population ne l'a pas. Pourquoi? Parce qu'ils se plaignent de l'état de pauvreté. On va dire que les autorités locales n'arrivent pas à rassurer les populations, n'arrivent pas à calmer cette soif qu'a la population sud-africaine d'avoir plus d'emplois, d'avoir des meilleures conditions de vie, ce qu'elle n'a pas actuellement, ce qui entraîne on va dire, ce regain de violence actuellement. Après aussi, il faut peut-être ajouter que la déclaration faite par le roi Zoulou, après confirmée par Edward Zuma, le fils du président Zuma, ces deux déclarations ont particulièrement accentué la situation. Il faut dire qu'il y avait déjà des tensions qui sommellaient, puisqu'en 2008, il y a eu 62 morts au cours de ce type d'attaque qui ternissent énormément l'image d'une nation qui a vécu dans l'apartheid. Exactement, l'Afrique du Sud, un pays de 50 millions d'habitants, dont 5 millions sont issus de pays étrangers. Et Dina Koussou le disait tantôt, il y a à peu près 25% de chômage global, alors qu'il y a 40% de chômage dans les rangs de la jeunesse, qui peut constituer une véritable bombe à retardement dont nous voyons déjà les prémices. On parle de 6 morts depuis le début des violences dans la province du KwaZulu-Natal, à Durban notamment, où le roi, qui a une autorité traditionnelle, a demandé à ce que les étrangers puissent partir de l'Afrique du Sud. Aziz Maïga, comment pouvez-vous interpréter cette façon de faire dans un pays où on a, comme le disait Dina, où on a vu qui pouvait représenter véritablement l'Eldorado africain, où on a affublé le pseudonyme de pays arc-en-ciel, c'est-à-dire que les populations arrivent de partout et peuvent arriver là et vivre en bonne intelligence?
Aujourd'hui, ce que l'on peut dire, c'est que c'est un sentiment de regret. C'est vraiment regrettable de voir l'Afrique du Sud tourner comme ça aujourd'hui, après la mort de Mandela, un homme qui a assez milité pour l'égalité des droits de l'homme, mais aussi pour l'intégration de la race noire dans cette société que nous savons a été longtemps marginalisée par les Blancs. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître aussi que les Sud-Africains sont face à un phénomène de la pauvreté. La pauvreté est tellement poussée dans ce pays que ces jeunes sont obligés de se... Je ne prends pas leur part, mais je dis que ces jeunes disent aujourd'hui que tous ces étrangers qui viennent dans leur pays font une concurrence d'abord déloyale, sont en train d'envahir leur pays et prennent leur travail. Mais la question se pose, où sont les Sud-Africains? Pourquoi ces jeunes ne militent pas aussi pour pouvoir trouver des emplois? Et là, lors de l'intervention du président de la République le jeudi dernier au Parlement, un opposant a réagi, il a dit que les frontières sont poreuses. D'abord, il faut la sécurité au niveau des frontières et à l'intérieur du pays et trouver plus d'emplois à ces jeunes pour que l'image de l'Afrique du Sud ne soit pas ternie et pour que l'image de l'Afrique du Sud ne soit pas polluée, sinon salie, telle que nous le voyons aujourd'hui. Et déjà, ça gronde au niveau de la communauté internationale. Il y a des pays comme le Nigeria, le ministre de l'Intérieur nigérien et des Affaires étrangères a fait comprendre que si jamais un Nigérien est touché, il rapatrierait par volonté tous les Nigériens qui se trouvent dans ce pays. Et déjà du côté du Mozambique et du Zimbabwe, il y a de la grogne. La communauté internationale a réagi par l'entremise du porte-parole du HCR qui a demandé à ce que l'on puisse trouver un terrain d'entente, que l'État prenne ses responsabilités pour pouvoir mettre les réfugiés qui se retrouvent en Afrique du Sud dans de bonnes conditions. Effectivement, il faut préciser que plusieurs étrangers se trouvent en situation d'irrégularité en Afrique du Sud. On parle de 5 millions d'étrangers qui sont donc dans ce pays. Jacob Zuma, vous le disiez, Aziz Maïga est intervenu au Parlement sud-africain et disait « Aucun degré de frustration ou de colère ne peut justifier des attaques contre des ressortissants étrangers ou le pillage de leurs magasins ». Et c'est ce même Jacob Zuma, lorsqu'il entreprenait sa campagne électorale il y a quelques années pour être élu à la tête du pays, avait fait campagne sur la maîtrise de l'immigration en Afrique du Sud. On voit que c'est un chantier qui n'a véritablement pas été maîtrisé lui-même en tant que tel, parce qu'effectivement, l'immigration, c'est l'une des plaies de l'Afrique du Sud. Exactement, M. Carnot. Écoutez, et il faut comprendre tout de suite que Jacob Zuma, il y a ce qu'on appelle, on va dire, déclaration de campagne et réalité sur le terrain. Je suis tentée de le dire au regard de la situation qui prévaut actuellement dans la nation arc-en-ciel. Voilà. Alors, Jacob Zuma qui fait des promesses lors des élections pour être, l'objectif c'était être élu. Et il faut dire que lorsqu'on est en campagne électorale, on a envie de dire que toutes les promesses qu'on est amené à faire ne sont pas forcément réalisables, mais visent à nous aider à être élus. C'est un peu une façon de tromper la population. Malheureusement, c'est le constat amer. Mais à côté de toutes les déclarations, il y a une déclaration qui m'a personnellement interpellée, celle de Robert Mugabe, qui dit, je cite, « Les Sud-Africains font tomber des statues d'hommes blancs morts, mais ne pourraient même pas en gifler un vivant, mais ils peuvent lapider jusqu'à la mort un homme noir simplement parce qu'il est étranger. » C'est une déclaration qui ne pourrait que nous interpeller. C'est une déclaration significative, comme vous venez de le dire. C'est une déclaration qui montre la déception dans laquelle, sinon, la déception qui a envahi les peuples africains qui ne s'attendaient pas à ça de l'Afrique du Sud. Cette nation arc-en-ciel, comme vous n'avez pas arrêté de le dire et de le préciser, c'est une nation arc-en-ciel, comme on le dit, donc une nation qui embrasse toutes les cultures venant de tous les pays africains. Et c'est dommage que l'Afrique du Sud, qui a toujours vendu un message, celui d'une Afrique unie, soit aujourd'hui dans cette situation. Effectivement, Dina Kousso, Aziz Maïga, on est quand même assez déçus, assez atterrés par rapport à cette situation quand on sait que l'Afrique du Sud a été, je veux dire, soutenue pendant ces moments d'apartheid par l'ensemble des pays africains, par l'ensemble de ressortissants de pays qui sont autour de ce pays, par d'autres ressortissants qui sont issus
issus de pays plus éloignés et qui ont fait des chansons pour appeler à la libération de Nelson Mandela, appeler à la libération du peuple sud-africain. C'est quand même assez décevant de constater que pour des raisons sociales, simplement, on en arrive à brûler vives des personnes qui n'ont rien fait de si mal que ça, qui sont là pour chercher aussi leur bonheur, comme les Sud-Africains en cherchent aussi, parce que s'il faut s'en prendre à quelqu'un, je suppose que cela devrait être le gouvernement sud-africain à qui on doit demander des comptes, à qui on doit exiger un certain nombre d'infrastructures, à qui on doit exiger un certain nombre de moyens pour pouvoir sortir de cette situation de précarité, mais pas vis-à-vis s'en prendre aux étrangers qui sont là aussi pour chercher leur bout de pain. Effectivement, aujourd'hui c'est vraiment touchant, c'est aberrant, parce qu'il y a eu des vidéos qu'on ne pouvait même pas diffuser, il y a eu beaucoup de choses qu'on a vues sur la toile, c'est touchant. Vous imaginez qu'on puisse brûler des gens vifs attachés comme du foin, et pas immédiatement, individuellement. Il y a eu des gens qui sont morts, aujourd'hui on parle de 6 morts, mais sur le terrain, d'autres nous parlent de non plus. C'est plutôt un bilan officiel. Un bilan officiel, mais d'autres nous parlent, selon certains observateurs sur place, d'autres nous parlent d'un nombre un peu plus élevé. C'est touchant pour ce pays dans lequel nous avons vu un homme comme Mandela militer pour les droits de l'homme. C'est vraiment touchant, M. Carnot, c'est vraiment touchant. C'est peut-être même à la limite la barbarie. On a parlé des Maghrébins. On a parlé d'eux qui ont un système de racisme. Mais aujourd'hui, voir un noir brûler un noir vif, c'est vraiment touchant. Très touchant. Merci Aziz Maïga, Dina Kosso. Nous allons directement dans le fait politique de cette émission. Qui croire entre le gouvernement, le MNLA, la médiation algérienne? La semaine dernière, notamment le jeudi 10 avril, le gouvernement malien, par la voix du Premier ministre, informait l'opinion publique que la coordination des mouvements de l'Azawad était prête à paraffer l'accord d'Alger le 15 avril dernier. Pourtant, les rebelles Touaregs du nord du Mali, rassemblés au sein de la coordination des mouvements de l'Azawad, ont annoncé vendredi et surtout samedi matin qu'ils ne signeraient pas l'accord de paix préliminaire proposé début mars à Alger. Alors, qui croire? À quoi rime cette mascarade, ce jeu de cache-cache, indécent, ridicule? À ce rythme, il est sûr que la mise en œuvre de cet accord imparfait sera impossible et relèvera du mythe de Sisyphe. En tout cas, la position des irrédentistes est claire. Suivons ce reportage d'Aziz Maïga. On se retrouve sur ce plateau. Un mois et demi après l'accord paraphé par Bamako, l'impasse subsiste pour une sortie de crise dans le conflit nord-malien. En effet, l'Algérie, le chef de file de la médiation internationale, a invité ce mercredi les différentes parties à des discussions sur les amendements aux textes à intégrer éventuellement avant la signature finale. Sommée par les plus hautes instances mondiales, notamment l'ONU et l'Union africaine, la coordination des mouvements armés de l'Azawad se fait toujours désirer et de grandes incertitudes planent. Dans une lettre adressée à la médiation, la CMA a conditionné son engagement à la prise en compte de ces amendements. Par ailleurs, elle a indiqué qu'aucun déplacement de la délégation de la CMA à Alger n'est pour le moment prévu, réaffirmant toutefois sa disponibilité à continuer les négociations. De son côté, le gouvernement et la majorité des groupes armés concernés par la plateforme conviée par l'équipe de médiation internationale ont confirmé leur participation. Si la CMA persiste à ne pas signer ces accords, le processus de paix intermalien restera bloqué et en tout état de cause, le Nord Mali risquerait d'être pour longtemps encore sous tension. Il y a lieu de croire que seule une entente permettra à la partie septentrionale du pays de renouer avec la stabilité, mais aussi de resserrer l'étau des groupes terroristes qui y ont trouvé refuge, devenant nuisibles à toute la région du Sahel et aux pays voisins. Plus que jamais, le Mali est face à son destin. Aziz Maïga, la situation est assez difficile au Mali, où cette rébellion n'entend pas signer cet accord de paix qui a été élaboré à Alger il y a quelques semaines. Est-ce qu'on peut s'attendre finalement à ce que cet accord soit signé? Et Carnot, il serait difficile de savoir ce qui va se passer dans les jours à venir. Mais ici, il faut d'abord tout de même relever que la CMA, le gouvernement malien, le médiateur algérien, eux tous sont face à une situation
ambiguë, une situation qui sera difficile à résoudre. Pourquoi? Parce que la CMA aujourd'hui ne veut pas paraffer ce document. Le 1er mars dernier, le gouvernement malien et les groupes armés avaient paraffé le document. Et en ce moment, la coordination des mouvements de l'Azawad avait demandé en Algérie à ceux qui puissent retrouver la base de Kidal pour pouvoir discuter avec les différents groupes rebelles du nord du pays afin de pouvoir paraffer le document. Mais aujourd'hui, derrière le MNLA, qui se pose aujourd'hui comme principal instigateur de la coordination du mouvement de l'Azawad, ne veut pas que la CMA signe le document. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que toutes les revendications soient prises en compte, notamment l'indépendance du nord du Mali, mais aussi l'intégration, une armée identique, une armée indépendante qui ne va pas dépendre du sol malien. Et aujourd'hui, l'Algérie s'est mise dans une position vraiment difficile et l'on se pose la question de savoir si l'Algérie peut vraiment sortir le Mali de cette impasse. Alors Dina Koussou, au regard de la situation que vient de dépeindre Aziz Maïga, on se rend compte que le Mali est en proie à cette envie de partition du pays par le mouvement de l'Azawad. Est-ce que cela, du point de vue juridique, est possible aujourd'hui dans ce monde moderne, c'est-à-dire diviser un État comme le Mali en deux pour contenter un certain nombre de revendications? Écoutez, d'un point de vue juridique, il faut quand même le dire, ce serait, j'ai envie de le mettre en griffe, possible si les deux parties s'accordent à ce que cette partie du Mali, donc le Nord Mali incarné par l'Azawad, soit directement autonomisée, donc soit une nation à part entière. Mais nous sommes dans une situation dans laquelle le gouvernement malien, sinon les autorités maliennes, on voit bien la volonté de IBK de vouloir rétablir cette stabilité dans le pays parce qu'ils estiment que être du Nord Mali, c'est être malien. Donc ils ne comprennent pas, ça c'est vraiment la position du gouvernement. Pourquoi on pourrait diviser cette nation qui ne forme qu'une seule en deux territoires, voilà. Mais à côté de cela, il faut quand même souligner que les revendications de l'Azawad sont quelque peu légitimes dans ce sens que c'est une partie du Mali qui souffre d'un problème de sous-développement, c'est-à-dire en termes d'infrastructures, en termes d'infrastructures hôtelières, sanitaires, etc., pour ne citer que celle-là, qui a même un problème de représentation au niveau des instances décisionnelles. Et lorsque, en tant que citoyen d'un pays, on perd tous ces aspects qui devraient contribuer à notre éclosion, notre épanouissement, tout de suite, on est tenté de demander d'être séparés d'une nation qui ne nous élève pas, d'une nation qui ne nous pousse pas à donner le meilleur de nous, d'une nation qui nous trempe plutôt dans le désespoir, dans la pauvreté, dans le chômage et tout ce qui a des mots les plus négatifs. Alors, Aziz Maïga, quels sont les motifs avancés justement par la CMA pour bloquer ce processus? Aujourd'hui, la CMA demande l'intégrité totale de l'Azawad, sinon des différentes composantes de l'État du Nord. Mais ici, l'État et le médiateur algérien ne veulent pas que le nord du Mali soit indépendant. En deuxième position, la CMA demande à ce qu'il puisse avoir une armée indépendante de celle du Mali. Mais aussi, il faut savoir que le nord du Mali regorge certaines richesses et cette histoire ne date pas d'aujourd'hui. Cette histoire ne date pas d'aujourd'hui, vous en savez quelque chose. Et ça a toujours été une histoire de longue date. Le Nord a toujours voulu être indépendant parce que ce sont des gens qui viennent de partout de la Mauritanie. Mais aujourd'hui, avec le chaos libyen, tout ce que nous voyons du côté du Nord Mali est vraiment déplorable. Et pour certains observateurs, la résolution du problème du Nord du Mali ne peut venir qu'avec la solution du chaos libyen.
Avec la solution du chaos libyen, effectivement, on sait très bien que tout cet engrenage a été déclenché après la chute de Muammar el-Kadhafi. Et on sait par rapport à ce blocage que la CMA, à ses yeux, estime que cet accord est fondamentalement insuffisant. Il manque une reconnaissance et la réparation par l'État malien de différents crimes qu'il a commis depuis 1963 dans l'Azawad. C'est bien ce que disent les dirigeants de l'Azawad. Et une reconnaissance de l'Azawad en tant qu'entité politique, juridique et territoriale, ce qui constitue véritablement un nœud gordien pour les autorités maliennes et même pour la communauté internationale, Dina Koussou. Ouais, c'est exactement la situation qui prévaut actuellement, parce que demander à ce que cette partie du Mali soit indépendante, ça revient à créer un nouvel État. On a vu la jeune nation du monde, le Soudan du Sud. Est-ce qu'on aura, on va dire, le Mali du Nord. Le Mali du Nord. On s'interroge finalement, le continent africain, on a envie de se demander où sont en train d'aller les Africains. Alors, ce qui est quand même déplorable et ce qui est important dans ce que disait Aziz Maïga tout à l'heure dans ses déclarations, c'est que effectivement, certains observateurs et certains analystes confirment que la situation actuelle qui prévaut dans le nord du Mali est la résultante de la chute de Muammar Kadhafi, qui, lorsque le guide libyen était en vie, c'était une situation maîtrisée et qu'il maîtrisait et qu'il comprenait bien avec son homologue Amani Toumani Touré. Aujourd'hui, ces deux personnes, ces deux figures emblématiques ne sont plus au pouvoir. Muammar Kadhafi, lui, qui est décédé, qu'on a perdu, voilà. Et à côté, Amadou Toumani Touré, voilà, j'y arrive, lui qui n'est plus au pouvoir. Mais vous avez pu constater dans les différentes chaînes de médias qu'il y a eu des Maliens qui ont réclamé le retour de ATT au pouvoir. Mais on a envie de comprendre finalement et pour certains, c'est en train d'aller. Parce qu'à l'époque, il arrivait quand même à maîtriser tous ces belligérants du Nord. Mais la question se pose aujourd'hui, est-ce que si ATT revient, le processus de paix sera enclenché? Mais aujourd'hui, Carnot, en étudiant vraiment le problème du Mali, il y a beaucoup qui pensent que l'Algérie fait fausse route. L'Algérie joue à un jeu de cache-cache. L'Algérie ne prend pas ses décisions en tant que médiateur. Et sans oublier aussi que la communauté internationale est en train de mettre une pression terrible sur la coordination des mouvements de l'Azawad pour qu'on puisse trouver un terrain d'entente pour que le Mali retrouve ses lettres de noblesse. Alors c'est une véritable quadrature du cercle, Aziz Maïga, puisqu'à l'intérieur même de ce mouvement de l'Azawad, il y a ces frictions que l'on retrouve entre certains peuples, certains groupes ethniques, hein, les Touaregs, les Arabes, les Peuls, les Songhai, qui sont divisés à l'intérieur même de ce groupe qui réclame une sorte d'indépendance. Ça veut dire qu'il va falloir d'abord régler la situation à l'intérieur avant de régler la situation avec les autorités maliennes, ce qui nous fait dire qu'on est loin du compte. On est vraiment loin de trouver un consensus et beaucoup de journaux en parlaient cette semaine. Tous les journaux, la majorité des journaux de l'Afrique subsaharienne, notamment le Burkina, le Mali et le Niger en parlaient, surtout pour retrouver un accord de paix au Mali, surtout pour le nord du Mali. La date, l'échéance risque d'être poussée. Aziz Maïga, merci d'être arrivé sur ce plateau. Nous allons vous libérer pour que vous alliez vaquer à d'autres occupations. Nous vous accompagnons avec ce fait culturel, le monde musical, surtout celui de la soul music et Ton Deuil. Percy Sledge, interprète du célèbre tube When a Man Loves a Woman, est mort ce mardi 14 avril dans sa demeure à Baton Rouge, en Louisiane, au sud des États-Unis. Le chanteur se battait contre un cancer du foie depuis plus d'1 an. Son tube, enregistré en 1966, avait aussitôt pris la tête des hit parades. Nous allons suivre ce reportage de Roland Jacou qui nous rejoint sur ce plateau. Le chanteur américain Percy Sledge, créateur de When a Man Loves a Woman, l'un des géants de la musique soul, a tiré sa révérence ce mardi 14 avril à Baton Rouge en Louisiane, dans le sud des États-Unis, après avoir pendant longtemps lutté contre un cancer. Son agent Steve Green a précisé que Percy Sledge se battait contre un cancer du foie depuis plus d'1 an.
Mais les ennuis de santé du chanteur remontent aux années 70. L'immense tube When a Man Love a Woman, publié en 1966 par la maison de disques Atlantique, caracole rapidement en tête des charts américains et est classé 53e dans la liste des 500 plus grandes chansons de tous les temps par le magazine Rolling Stone, alors que son auteur connaîtra quelques autres succès tels que Warm, and Tender Love ou It Tears Me Up, notamment jusqu'à la fin des 60s. Né en 1941 à Layton, petite ville du nord-ouest de l'Alabama, peu de choses avaient préparé Percy Sledge à cette gloire internationale. L'inoubliable interprète du tube When a Man Love a Woman a fait battre des milliers de cœurs. Le chanteur noir américain à la voix d'or s'en va à l'âge de 73 ans. Outre le disque éponyme, Percy Sledge nous a laissé 8 autres albums, dont le dernier Shining Through the Rain, paru en 2004. Roland Jacou, bonsoir. Bonsoir, Carl. Merci d'être arrivé sur ce plateau. Dina Koussou et moi vous recevons. Alors vous nous parlez donc du décès de cet artiste, cette grande figure de la soul music américaine, Percy Sledge, qui a laissé un tube véritablement international. When a Man Loves a Woman, c'est plutôt Percy Sledge. Je veux dire, musicalement parlant, ce titre pouvait le représenter n'importe où. Alors cet individu mondialement connu est décédé des suites d'un cancer du foie. Comment pouvez-vous parler aux mélomanes, ceux qui ont appris cette nouvelle et qui ont aimé Percy Sledge? Aimer Percy Sledge, déjà, Percy Sledge n'était pas qu'un homme, c'était un artiste qui a d'ailleurs connu le sommet de la gloire ou encore qui s'est hissé sur la tête des hits ou encore des charts des classements de musique les plus écoutés aux États-Unis d'abord. C'était un fait de hasard parce que rien ne prédisposait Percy Sledge à un succès aussi mondial, parce que les circonstances qui font en sorte qu'il écrive les textes de cette chanson, c'était des circonstances vraiment très tristes. Parce que en 1966, il perd son travail dans le bâtiment parce qu'il travaillait, il était employé dans le bâtiment. Et le même moment où il perd son travail, il perd aussi sa copine qui s'en va dans une autre ville, toujours dans les États-Unis. Donc du coup, il s'assoit, il pense à sa copine parce que When a Man Love a Woman, c'est quand un homme aime une femme en français. Donc du coup, il se retrouve, il n'a plus d'argent, il a les paroles qui arrivent et puis qu'il propose d'ailleurs à ses amis du quartier, des personnes avec qui il avait l'habitude de discuter peut-être le soir autour d'un café ou encore autour d'un thé. Donc il leur propose les textes, les gars, ils arrangent et puis c'est ça. Dès que ça sort en 1966 à travers l'album Love Me Like You Mean It en 1966, on se rend compte que ce n'était pas qu'un titre de détresse, c'était plutôt un hit mondial qui s'annonçait, parce que dès les premières semaines de la sortie de ce titre-là, c'était devenu, la mayonnaise avait véritablement pris. C'était tout le monde qui s'arrachait cet album, tout le monde, on se posait la question de savoir qui était Percy Sledge. Alors, Percy Sledge est resté cet homme-là qui, When a Man Love a Woman, est resté gravé dans la tête de certaines personnes, surtout ceux qui aiment le slow ou encore de la musique bien faite, comme ce titre-là. Alors, il meurt à 63 ans, à 73 ans, autant pour moi, j'en perds mon latin, aux États-Unis. Il a longtemps lutté pendant un an d'un cancer qui le rongeait, qui le dévorait. Mais la situation, sa position de santé, en fait, son état de santé se dégradait tout doucement, parce que dans les années 70, on avait d'abord déclaré un certain nombre de malaises qu'il avait sur des scènes à chaque fois qu'il passait. Donc voilà, ça revient depuis un an. Il lutte contre le cancer, mais malheureusement, il s'en va, laissant justement ce titre When a Man Love a Woman dans la tête des mélomanes. Alors Dina Koussou, c'est véritablement une figure de la communauté noire qui s'en va, une figure représentative de cette communauté. On a même eu le loisir de comparer Percy Sledge à la campagne de Birmingham de Martin Luther King. C'est dire si l'homme avait du poids dans la communauté noire aux États-Unis. Est-ce qu'aujourd'hui, en perdant un homme de cette carrure, la communauté noire des États-Unis
perd quelqu'un de très important? Écoutez, Carnot, si on fait déjà une comparaison entre Percy Sledge et Martin Luther King, cela veut tout dire de mon point de vue, parce que Martin Luther King, on connaît le combat qu'il a mené, on connaît, on va dire, la position qui était la sienne au sein de la communauté noire américaine. Alors si on compare déjà cet homme de discours, cet homme qui avait un talent oratoire à un homme qui faisait de la bonne musique, je vais le dire comme ça, c'est que effectivement il avait une place très importante. Et je voudrais peut-être rajouter à ce que disait Roland là tout à l'heure, c'est véritablement une perte pour le monde musical mondial. C'est une perte surtout pour la communauté noire, un talent comme Percy Sledge, quelqu'un qui a marqué les esprits par cette fabuleuse chanson qu'on a pu écouter, qui a certainement bercé les amoureux des slow, dont j'en fais partie sur ce plateau. Exactement, dont j'en fais partie sur ce plateau. C'est peut-être l'occasion de rendre hommage à un homme qui a su transmettre un message par le biais de la musique. C'est encore une preuve que la musique effectivement adoucit les mœurs, et vous voyez qu'une histoire personnelle a pu séduire la planète tout entière. C'est-à-dire que c'était vraiment un homme de talent, et c'est une grosse perte pour la communauté noire américaine. Un homme de talent qui a su traverser le temps, puisque Dina Kousou, relativement jeune, n'a pu danser sur cette musique de Percy Sledge, une musique composée en 1966, c'est-à-dire très longtemps avant la naissance de Dina Kousou. Surtout à ma naissance et de Roland Djakou. Mais en fait, ce qui est très intéressant en ce qui concerne cette chanson When a Man Love a Woman de Percy Sledge, c'est que ça traverse des générations. Et au fur et à mesure que ça traverse des générations, on a l'impression que c'est un texte qui a été écrit hier, parce que ça n'a pas pris une égratignure, le texte est resté lui-même. Et même quand je faisais le reportage pour annoncer la mort de Percy Sledge, j'étais au montage avec Jonathan, quand on a mis ce titre-là, ça a réveillé un certain nombre d'émotions en nous. Alors, c'est quelqu'un qui connaît le succès à 25 ans, parce que du moment où il écrit ce texte, il n'avait que 25 ans. Et en 1966, ce n'était pas facile pour un noir, un afro-américain, de se hisser à la tête des chars aux États-Unis. C'était vraiment pas facile. Il a relevé le défi, il a mené un combat aussi, comme Dina Kousou parlait tantôt, comme Martin Luther King. Mais il revient encore au devant de la scène dans la fin des années 80, au début des années 90, grâce au film Platon du réalisateur Olivier Stone, qui prend ce titre-là et qui devient la bande originale du film. Alors, plusieurs artistes ont repris ce titre-là, When a Man Love a Woman de Percy Sledge. Plusieurs artistes ont repris, donc ça veut dire qu'il a laissé des successeurs. Il a laissé beaucoup de successeurs à travers le monde. Et la dernière reprise que le monde entier a connue aussi comme la version originale, c'était la reprise de Michael Bolton. Il reprend ce titre-là, il donne un nouveau souffle à ce titre, qui est classé 53e sur 500 titres de tous les temps, les 500 meilleurs titres de tous les temps. Donc le titre When a Man Love a Woman de Percy Sledge se retrouve à la 53e place. Donc ça veut dire jusqu'à ce que, peut-être, tant que la Terre sera Terre, comme on a l'habitude de dire souvent à la maison, Percy Sledge va exister dans les cœurs, dans les têtes de certaines personnes, pour les personnes qui sont nées dans les années 60. Alors, Roland Djakou, si les morts ne sont pas morts, est-ce qu'ils sont contents aujourd'hui de recevoir Percy Sledge? Bien sûr, ils seront contents, parce que le rêve de beaucoup de personnes, c'était d'ailleurs un homme qui était très discret, parce qu'il y a beaucoup de médias qui avaient toujours souhaité l'avoir sur un plateau de télévision. Il ne se présentait pas. Lui, il estimait que ce texte qu'il avait écrit, c'est les moments de souffrance, ou encore les moments de détresse qu'il avait inspiré à pouvoir écrire ce texte. Donc il dit c'était une lettre, en fait c'était comme une sorte de lettre qu'il envoyait à sa copine qu'il avait quittée lorsqu'il avait 25 ans. Donc du coup, pour lui, la gloire est arrivée. C'était c'est un heureux hasard. Il a pris la chose de manière beaucoup plus positive, mais se vanter du mérite qu'il a eu à travers ce titre-là, il ne le faisait pas. Parce que la dernière fois qu'il passe sur une télévision française, ça remonte vraiment beau. Ça remonte au point où l'animatrice, donc je n'ai pas le nom, a pu reprendre ce titre avec lui sur son plateau de télévision. Donc Percy Sledge, c'est une icône qui s'en va, une icône de la communauté noire, et c'est vraiment très triste, mais la musique, elle est là. Dernière chose, Dina Kousou.
Bah écoutez, à la question sur laquelle est-ce que les morts sont contents de recevoir Percy Sledge, j'ai envie de dire peut-être, parce que au moins là-bas ils pourront fredonner cette chanson. Exactement. Et ils pourront avoir l'exclusivité que certaines chaînes n'ont pas peut-être eu, l'exclusivité que certaines personnes n'ont pas pu avoir. Peu de choses avaient préparé Percy Sledge à cette gloire internationale et c'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter aujourd'hui de là où il se trouve. On lui souhaite bon vent, que la terre lui soit légère et que les morts qui sont avec lui aujourd'hui puissent danser sur le titre When a Man Loves a Woman. Roland Jacou, merci d'être arrivé sur ce plateau. Je vais vous raccompagner avec ce fait sportif. L'Association nationale des footballeurs professionnels au Gabon a déposé plainte contre les clubs à qui elle reproche notamment de ne pas respecter les contrats des joueurs en ce qui concerne leur salaire. C'est une publicité dont le Gabon, qui vient de se voir confier l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2017, aurait pu volontiers faire l'économie. La NFPG, le syndicat des footballeurs, présidé par Rémi Ebanega, le défenseur international du CA Bastia, a déposé une plainte à la Ligue nationale football pour violation du statut des footballeurs et le non-respect de leur contrat de travail. Suivant ce reportage, Ewili Tonangoy nous retrouvera sur ce plateau. Le Gabon, qui vient de se voir confier l'organisation de la CAN 2017, fait face à un scandale dont il aurait volontiers fait l'économie. La NFPG, le syndicat des footballeurs, présidé par Rémi Ebanega, le défenseur international de Bastia en France, a déposé une plainte à la Ligue nationale de football (LINAF) pour violation du statut des footballeurs et le non-respect de leur contrat de travail. Environ 40 joueurs adhérents à la NFPG ont décidé de se joindre à cette plainte pour obtenir notamment le règlement de leur salaire pour la saison 2014-2015 qui a débuté le 28 mars dernier après de multiples reports, mais aussi les arriérés de 2013-2014. L'État n'a pas versé la subvention globale, mais des sommes correspondantes aux primes de match et de classement des clubs sur la saison 2013-2014, comme Mangasport, le champion sortant, a ainsi touché 169 millions de francs CFA et le Football Canon 105, promu en Ligue 1, 40 millions. Et ces derniers ont versé aux joueurs des sommes très modestes afin de les inciter à débuter la nouvelle saison, mais beaucoup d'entre eux sont toujours dans une situation financière critique, alors que la LINAF avait promis de leur verser les arriérés de salaire de 2013-2014, ce qui n'a pas été respecté, a expliqué Ebanega à Jeune Afrique. La plainte est transmise ce mardi à la Chambre de résolution des litiges de la Fédération gabonaise de football FEGAFOOT, laquelle, selon Ebanega, n'a jamais rien fait pour les joueurs. Nous sommes obligés de suivre cette procédure, sinon nous aurions directement saisi le tribunal arbitral du sport, le TAS, ce que nous ferons rapidement si rien ne bouge. Nous voulons que soit imposée par le TAS l'élaboration d'une charte du footballeur professionnel au Gabon, a-t-il ajouté. Willy Tonangoy, bonsoir. Bonsoir Carnot. Le fait sportif de la semaine nous ramène au Gabon avec cette situation pour le moins ubuesque et rocambolesque qui prévaut entre les joueurs professionnels et le ministère ou l'État gabonais ou la Ligue de football. Entre les joueurs surtout et leur club. Entre les joueurs et leur club. Alors cette situation qui prévaut, qui nous fait savoir que ces joueurs, du point de vue de leur salaire, n'ont pas été satisfaits. D'abord, c'est une confirmation que vous nous faites sur ce plateau. Bon, pas en totalité. La LINAF qui a reçu une première tranche de cet argent de l'État a donné également, a reparti cet argent parmi les 13 clubs. Donc, l'État qui n'a pas également versé la totalité parce qu'il y a encore des arriérés qui datent de 2013 pour la saison 2013 et 2014. Et pour cela, la LINAF qui a perçu cette somme donc, a fait un petit partage au niveau de tous les clubs. Et on a demandé, bien sûr, la LINAF a demandé au club de pouvoir reprendre le championnat en attendant, bien sûr, que la deuxième tranche soit versée par l'État. Et cette deuxième tranche n'est pas encore versée? Non, pas encore. Mais pour l'instant, il y a certains joueurs qui ont eu une partie de leur salaire parce qu'il y en a qui sont restés quasiment 6, 7, 8 mois sans salaire.
Et ce qui veut dire que Banega, qui est lui le président de cette association de footballeurs professionnels au Gabon, a donc pris la chose en main pour que, bien sûr, ces joueurs puissent rentrer en possession de leur salaire. Parce que quand on est professionnel, eh bien, on doit pouvoir bénéficier et vivre surtout de son travail. De ce point de vue, la plainte a toute sa raison d'être. Bien sûr, tout à fait. Et Banega a raison de pouvoir amener cette affaire d'abord, dans un premier temps, auprès de la LINAF, qui est bien sûr l'institution qui gère le football au Gabon, à côté bien sûr de la Fédération gabonaise de football. Et si la LINAF, bien sûr, n'arrive pas à résoudre ce problème, et Banega l'a signifié, il a donc menacé de pouvoir amener le problème au niveau du tribunal arbitral du sport. Le TAS, le fameux TAS. Tout à fait. Dina Koussou, alors cette situation qui arrive dans un moment d'euphorie pour le Gabon, qui vient d'obtenir l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2017, constitue une petite zone d'ombre parce qu'effectivement, il s'agit de professionnels du football, des professionnels qui devraient, pour un certain nombre, participer à la sélection qui va être appelée à défendre les couleurs du pays. Déjà, se rendre compte que ces professionnels ne sont pas si bien traités peut quand même amener à s'interroger. Exactement, c'est une situation qui ne peut qu'entacher l'image du football gabonais qui a envie de se développer et qui, à mon sens, est dans un souci de développement. Je tiens à rappeler quand même que la professionnalisation du football gabonais ne date pas de 4 ans, il faut le dire, parce que lorsque la Ligue nationale de football est mise sur pied et qu'on donne le budget, je crois que c'était une affaire de 10 milliards qui avait été allouée à cette instance par le gouvernement gabonais. On se rappelle tout ce que ça avait créé comme tohu-bohu. On a vu l'intérêt qui avait été porté au football gabonais et on a vu ce qui m'a personnellement intéressé, c'est qu'on promettait aux joueurs de cette sphère d'avoir de bons salaires et ça c'est une chose importante. Mais si aujourd'hui, quelques années plus tard, le constat est fait, il y a des retards dans le paiement des salaires, il y a aussi des joueurs qui regrettent du mauvais traitement qui est le leur actuellement, un statut carrément, j'ai envie de dire, méprisé, je le mets en griffe. Moi, je me dis que cette plainte ne pourrait qu'entacher, une fois de plus, l'image du football gabonais. Quand on sait qu'il n'y a pas quelques semaines, on a choisi, on a préféré le Gabon au Ghana ou à l'Algérie pour l'organisation de la CAN 2017, comprenez tout de suite que le football gabonais doit réellement regarder cette situation au clair, parce que ce serait dommage que cette plainte soit présentée devant l'instance même c'est-à-dire le tribunal arbitral du football. Willy Tonangoy, très rapidement, des solutions pour cette... Qu'est-ce que l'État, enfin le ministère ou la LINAF peut faire pour rapidement résorber cette situation? Pour rebondir sur ce que disait Dina tout à l'heure, eh bien, la LINAF, qui gère le football, attend les moyens de l'État. Ça, c'est un premier problème qu'il faudra également que Banega et l'association des footballeurs professionnels du Gabon puissent également s'imprégner, parce que si la LINAF ne reçoit pas la totalité de la somme, eh bien, il sera difficile pour elle de pouvoir satisfaire les équipes. Et du coup, il y a aussi des présidents malins qui, quand ils ont reçu, bien sûr, cette petite part, n'arrivent pas à satisfaire les besoins des footballeurs. Et derrière, comme on parle de professionnels, ou pas encore de football professionnel, le professionnel veut et doit pouvoir vivre de son métier. Or, derrière ça, il y a le fait que ce ne sont pas vraiment les clubs qui font rentrer de l'argent et que les clubs attendent surtout la subvention de l'État. Donc si elle n'a rien fait dans ce sens-là, il sera difficile pour la LINAF de satisfaire dans un premier temps les clubs et que également les clubs puissent satisfaire leurs joueurs. Donc Banega doit pouvoir attendre, puisque le Gabon vient de bénéficier de l'organisation de la Coupe d'Afrique de 2017, comme le disait Dina tout à l'heure, et faire en sorte que, bien sûr, puisque le Gabon est condamné à ne plus interrompre son championnat, la Fédération gabonaise de football, le ministère des Sports doit tout mettre en œuvre pour que, bien sûr, les moyens suivent et que, bien sûr, cette plainte soit balancée aux archives, s'il faut le dire, ou aux oubliettes. Willy Tonangoy, merci d'être arrivé sur ce plateau. Dina Koussou, merci infiniment d'être resté avec moi tout au long de ces 77 minutes sur ce plateau de Canal 7. Merci à toute la coordination rédactionnelle et à l'équipe technique. Merci d'être resté autour de moi pour la réalisation de cette émission. À la semaine prochaine.